Bonjour à vous. Il me semble que je dois parler. Peut-être vous ne voulez pas écouter ce qui est dit ici, et alors vous feriez peut-être tout aussi bien de ne pas regarder ce présent discours. Car parler seul n'a vraisemblablement aucun intérêt. Cela est dénudé de sens s'il m'arrivait d'évoquer uniquement quelque chose se rapportant à ma propre personne limitée, étroite, parce qu'il me semble nécessaire et primordial de souligner que la vie est quelque chose qui nous concerne tous. L'expérience, ou plus vraisemblablement vivre la condition humaine et la vie d'un être humain, est quelque chose à laquelle nous sommes tous confrontés vivant ici sur Terre. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre et pénétrer ensemble pour peut-être arriver à vivre de manière plus harmonique les uns avec les autres, sans être en permanence en conflit dans les relations que nous avons les uns avec les autres, ou en étant divisés, désordonnés, chacun dans sa propre idée, chacun dans son propre dialogue. Voyez-vous, si je dis que je suis français et que je suis attaché à cette pensée-là parce que c'est une croyance, je suis français, vous comprenez, je crois, je suis fortement convaincu de cette pensée-là, je suis français donc je suis attaché à cette idée-là, et ce n'est dès lors pas cet être humain qui vous parle, mais c'est je suis français qui m'adresse à vous. Dès lors, cela n'est pas sans ne pas signifier que je suis attaché à la pensée de je suis français, et donc pour m'adresser à vous, je vous parle derrière un voile, derrière un mur. Il n'y a donc pas de sincérité véritable dans le dialogue que j'entretiens avec vous. Ou à moins que vous conveniez d'appeler cela de la sincérité, le fait de vous parler de manière voilée et masquée. Mais ce qui n'est vraisemblablement, je vous invite à l'observer de vous-même, ce qui n'est vraisemblablement pas sincère. Car c'est un voile, en premier lieu, un voile et une image de moi-même qui vous parle, et pas moi en tant que tel, sans image, sans projection, sans mensonge en d'autres termes. Maintenant, supposez que vous, en face de moi, vous vous présentiez comme allemand. Vous dites « je suis allemand » et vous êtes fortement attaché à l'image que cela vous évoque en vous-même et pour vous-même. Il y a toute votre expérience qui fait que vous avez peut-être vécu de bons moments en Allemagne, avec votre famille allemande, vous êtes peut-être très attaché à toutes sortes de traditions, de cultures allemandes, et vous considérez que cela fait partie intégrante de vous. Inversement, je suis donc attaché à l'idée que je suis français, et je considère que tout ce que j'ai vécu en France, toute mon expérience avec les gens, avec les événements que j'ai vécus dans ce pays-là,
m'ont procuré par exemple une certaine sécurité, une certaine joie. Donc, si vous voulez, à partir de là, je renforce la croyance dans le fait que je suis français, mais qui n'est qu'une pensée en soi, qui n'est qu'une projection de mon esprit. Il n'y a pas de français de manière exclusive et isolée du reste de l'ensemble de la vie. Il y a la vie dans son ensemble, mais il n'y a pas dans la vie dans son ensemble l'exclusivité rétrécie du fait d'être français. Vous comprenez, je m'attache, je projette cette pensée-là de je suis français qui me sécurise. Et si je suis attaché à cette croyance que je suis français, à cause de tout ce que cela représente, et que vous, en face de moi, vous faites exactement la même chose en vous disant allemand, je suis allemand, alors, voyez-vous, il n'est pas impossible que nous n'arrivions pas à dialoguer, parce que nous sommes chacun avec une image de nous-mêmes, une image de ce que nous croyons être, une image de notre expérience respective. Alors, dès lors, il ne peut pas y avoir un dialogue entre vous et moi, car c'est un dialogue entre vous-même, et pour ma part, c'est un dialogue avec moi-même. Si je vous parle en tant que français et que vous me parliez par exemple en tant qu'allemand, la vie vraisemblablement ou la relation, le dialogue ne relève pas en tant que le dialogue existe et vivant là, maintenant, sans la projection d'un je suis allemand ou d'un je suis français, parce que dès lors que vous êtes attaché à une idée, une pensée, une image, une projection de vous-même, vous êtes conditionné par le passé. Il me semble peut-être nécessaire de pénétrer cette compréhension du passé qui n'est pas dissocié du présent lorsque vous êtes attaché à l'image, par exemple, d'être allemand. Car, voyez-vous, quand vous dites « je suis allemand » et que cela a vraisemblablement beaucoup d'importance pour vous, ce n'est pas la pensée qui a du sens en elle-même. La pensée « je suis allemand » est totalement vide de sens, n'est-ce pas? C'est tout ce que vous mettez dans cette pensée, c'est tout ce par quoi la pensée « je suis allemand », vous l'avez créée et vous vous y attachez. Parce que derrière ce « je suis allemand », il y a tout ce que vous avez vécu, tous les bons souvenirs que vous avez eus, je ne sais pas, dans la région de Bavière, dans les montagnes, toutes les expériences merveilleuses que vous y avez vécues avec vos amis, avec votre famille. Et parce que vous êtes attaché à ce souvenir-là, vous le prolongez au travers de votre croyance par laquelle vous dites « je suis allemand », par laquelle vous mettez de l'importance dans l'idée que vous êtes allemand.
certaines personnes parmi vous expriment peut-être la chose suivante qui est oui, mais sans mon expérience, je ne suis rien du tout. Sans mon passé, je ne suis personne. Car c'est mon passé, mon éducation, ma vie, mon moi qui existe à travers ce passé. Je ne suis pas là pour condamner, pour juger, pour étiqueter, classifier, dire ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qu'il est souhaitable de faire ou de ne pas faire. Mais je vous invite à observer la nature de ce qu'est la pensée, c'est-à-dire quelque chose qui se crée à partir du souvenir, à partir du passé. La pensée, le souvenir et le passé ne sont vraisemblablement pas dissociables l'un et l'autre de ces termes, car voyez-vous, le souvenir donne une importance à ce que nous sommes, du moins c'est ce que nous croyons, parce que cela a été, cela s'est produit, cela a existé. Mais si nous sommes attachés au passé, comment alors pouvons-nous être authentiquement et sans tricherie aucune, être entièrement disponible là, maintenant, dans le présent. C'est-à-dire libre de notre passé, libre du souvenir limité que nous avons de nous-mêmes. Car voyez-vous, si j'ai le souvenir limité de moi-même, cela ne veut pas dire autre chose que je ne me souviens uniquement de mes propres expériences, mes propres souvenirs heureux, mes propres souvenirs malheureux, mes propres expériences de joie et mes propres expériences de souffrance, et la pensée se souvient de cela. Donc, ce souvenir est enregistré dans mes cellules. Les cellules enregistrent cela. Je crée des pensées et des images de ce passé-là qui s'enregistrent et s'imprègnent en moi. Et la plupart des autres êtres humains font la même chose. Alors si les autres êtres humains font la même chose que moi, une autre personne avec qui je peux être amené à dialoguer ou que je vais rencontrer dans ma vie de tous les jours sera alors comme moi, c'est-à-dire uniquement dans une connaissance d'elle-même, qui ne relève que de son passé. Mais voyez-vous, si nous existons uniquement en fonction de notre passé, eh bien, je doute très sincèrement que nous existions véritablement là maintenant, avec toute l'énergie qu'un être humain peut manifester, avec toute la vie que nous pouvons vivre. Parce que, voyez-vous, la pensée fonctionne comme une énergie. Et que vous ayez conscience ou pas conscience de ces pensées, de ces images, de ces projections, de ces mémoires cellulaires en vous, il me semble vraisemblable qu'une chose pareille puisse exister en vous et en nous, ou en nous. Et si une pareille chose existe, cela veut dire que notre pensée
notre énergie se limite à ces souvenirs. Certains d'entre vous peuvent directement voir que cela est dérangeant parce qu'ils se disent oui, mais si je n'ai pas de souvenirs, je n'ai pas de savoir, je n'ai pas de connaissances, je n'ai pas de base posée sur qui et ce que je suis. Et donc, comment je pourrais exister là maintenant sans mon passé, car mon passé est le fruit d'un savoir, de connaissances. Cela me procure donc une sécurité immense. Mais je doute très sincèrement que ce qui s'apparente vraisemblablement à des souvenirs, à des pensées, apporte durablement et authentiquement une sécurité quelconque. Je ne vous demande pas de me croire ou d'être d'accord ou pas d'accord, cela ne m'intéresse pas et cela n'est vraisemblablement d'aucun intérêt. Pouvons-nous observer ensemble, vous et moi, ce qu'est vraisemblablement la pensée? Voyez-vous, admettons que je viens de discuter avec vous tout à l'heure. Nous avons bien rigolé, nous avons échangé des idées plutôt agréables, sympas. Nous avons partagé un bon moment. C'est-à-dire que nous avons été vraisemblablement présents l'un à l'autre. Et de là, nous avons pu rire, peut-être pleurer aussi, et il semble que nous nous sommes compris dans cette relation et nous avons passé un bon moment ensemble. Maintenant, voyez-vous, je suis de nouveau avec vous, alors que cette discussion où nous avons ri et partagé n'est plus d'actualité. Elle a effectivement eu lieu, mais elle n'est plus dans le présent. Elle n'est plus là. Donc la seule chose qui me reste, c'est le souvenir de cette discussion que j'ai eue avec vous. Est-il possible que ce souvenir ne soit pas vivant? Je vous invite à observer ce qu'est le souvenir, ce qu'est la pensée. Il n'y a pas de vie dans le souvenir. Certes, j'ai rigolé et j'ai vécu quelque chose avec vous, mais c'était au moment où cela se produisait, où ce moment où la vie tout entière à travers vous et à travers moi semblait se manifester et faisait en sorte que nous rions et nous partagions mutuellement. Mais dès lors que je regarde cette conversation, cet échange que nous avons eu, ce n'est plus qu'un souvenir que je regarde. Et le souvenir est fait d'images. Donc ce souvenir est comme une projection de mon esprit. C'est-à-dire que ce souvenir n'est plus vraisemblablement
la réalité telle qu'elle est, mais la réalité telle qu'elle fut. Mais il importe peut-être de voir et de comprendre, d'observer, de s'interroger, car il ne peut pas y avoir à la fois la réalité telle qu'elle fut et la réalité telle qu'elle est. Car si je me base sur cet échange que j'ai eu avec vous pour déterminer la réalité telle qu'elle est en fonction de la réalité telle qu'elle fut, alors je ne peux pas percevoir et comprendre, vivre la réalité là maintenant, la réalité telle qu'elle est. Je ne peux pas, comment le pourrais-je? Comment le pourrais-je si je suis absorbé dans mes pensées et dans le souvenir de cet échange que j'ai avec vous, dans le souvenir que je suis français. Car dès lors, dans ma pensée et jusqu'au niveau biologique, dans mes cellules, je suis limité, mon énergie est limitée parce qu'elle s'efforce de perpétuer ces images et ces souvenirs de moi-même. Ces images et ces souvenirs de la relation que j'ai eue avec vous. Et cette relation ne peut pas avoir lieu maintenant si je suis dans le souvenir incessant de notre précédente relation. Certains d'entre vous disent que sans la pensée, je n'existe pas. Car c'est la pensée qui détermine
ce que je suis, ce que je crois être, ce que je vais devenir. Pourtant, il me semble que la pensée a très probablement une raison d'exister et elle a sans doute sa place pour exister. Si par exemple je veux vous rejoindre et que cela me demande de prendre un train à 18 heures, si je ne me souviens pas de l'heure à laquelle je dois prendre mon train, je ne pourrai pas prendre mon train et je ne pourrai donc pas venir vous voir. Donc la pensée a une utilité pratique, ai-je envie d'ajouter. Mais s'il existe quelque chose de profond, de pénétrant, d'intense, qui peut être vécu et que certains d'entre vous appelleraient peut-être la vie tout simplement, ou alors l'amour, à supposer qu'il existe une telle chose, la pensée est-elle la vie? La pensée est-elle l'amour? Et je doute très sincèrement de cela. Car, voyez-vous, comme nous venons de le voir, la pensée résulte du passé. Sans passé, il ne semble pas véritablement possible de pouvoir projeter des images de qui je suis ou de qui je crois être ou de ce qu'est le monde qui m'entoure. La pensée semble être quelque chose de tout à fait mécanique. Elle n'est pas vivante en soi, elle est comme un ordinateur, comme un programme qui se souvient ou qui crée des images à partir des souvenirs. Donc la pensée a un rôle, elle a sa place. Mais si par exemple, pour venir vous voir, je prends ce train à 18 heures, train que j'ai pu prendre parce que j'avais le souvenir qu'il me fallait le prendre à 18 heures, j'arrive donc à vous. Et voyez-vous, si à l'intérieur de mon être, si en moi-même, je suis encore sous l'utilisation, sous le processus de fonctionnement de
ma pensée qui se souvient à répétition d'avoir pris le train à 18h pour venir vous voir. Alors, je répète un souvenir incessamment et je ne suis vraisemblablement pas présent avec vous. Car la pensée disperse mon énergie. Peut-être reconnaîtrez-vous que dès lors que je suis avec vous, il n'est pas nécessaire que je me souvienne de quel train j'ai pris pour venir vous voir. C'est une absurdité, cela n'a vraisemblablement plus aucun intérêt dès lors que je suis avec vous. Ainsi, il semble que la pensée ne soit pas la vie de manière holistique ou l'ensemble de certaines choses comme l'amour, à supposer, sans admettre que cela existe, mais à supposer que l'amour puisse exister, ou qu'il existe une force de vie très puissante, très pénétrante, très vivante. La pensée ne semble pas être holistique, car elle ne se souvient que de l'objet qu'elle projette. Lorsque vous regardez votre pensée, votre souvenir, il y a généralement votre regard et ce que vous regardez, qui est votre pensée. Donc, vous regardez une image de vous-même. S'il vous plaît, je vous invite à rire très certainement, mais également à observer cela très sérieusement et attentivement. Êtes-vous une image de vous-même? Êtes-vous séparé de l'image que vous créez? Ou bien cette image que vous créez, cette pensée qui vous traverse, fait partie intégrante de vous-même et de ce que vous êtes. Voyez-vous, lorsque nous regardons nos pensées, nous pouvons soit, semble-t-il, les regarder telles qu'elles se manifestent en nous,
c'est-à-dire qu'elles apparaissent. Que nous y puissions quelque chose ou que nous n'y pouvons rien, elles se manifestent. Et il ne nous semble pas possible de refuser cette manifestation dès lors qu'elle a eu lieu. Ainsi, je peux regarder ma pensée telle qu'elle se manifeste, c'est-à-dire la regarder comme faisant partie intégrante de moi-même. Car dans ce regard de ma pensée qui se manifeste, actuellement, dès maintenant, en observant ce ou cette pensée qui se manifeste en moi, je ne mets pas de distance entre l'apparition de cette pensée et moi-même. Mon énergie reste nécessairement unifiée. Ainsi donc, la pensée n'a plus de quoi s'accrocher en vous, en moi. Elle ne peut pas car je ne la nourris pas, je ne la distancie pas par rapport à moi. C'est-à-dire, je ne suis pas celui qui regarde la pensée qui est la chose regardée. Il n'y a pas de différence entre observateur et observé, entre celui qui regarde et ce qui est regardé. Il y a donc une intégration de ce qui est regardé dans le regard, une intégration de ce qui est observé dans l'observateur. L'observateur et l'observé sont la même chose. Le regard et le regardé sont une même chose. Il n'y a que l'observation. Voyez-vous, s'il y a l'observation de la pensée telle qu'elle se manifeste, il n'y a alors pas de conflit en vous-même. Il n'y a pas de conflit parce que l'énergie reste unie. Elle suit un processus continu d'apprentissage et d'étude attentive. Elle ne s'enferme pas, ne se restreint pas. Voyez-vous, si je veux avoir une relation avec vous, et donc vivre la réalité telle qu'elle est, cela me demande de ne pas avoir de séparation, éventuellement si des pensées se manifestent en moi. Je ne dois pas avoir de séparation dans l'observation des pensées qui se manifestent en moi lorsque je dialogue avec vous. Car dès lors, mon énergie se disperse et cela veut dire que je suis prisonnier du passé. Je regarde des images de manière distincte de moi-même et croyant éventuellement que parce que je les regarde, elles ne sont pas moi-même, si je les considère comme séparées de moi-même, en fait, elles sont en train de nourrir moi-même. Elles nourrissent l'image en fait que je projette de moi-même et dont je n'arrive pas à me détacher. Et si je ne suis pas détaché de ces images, alors je ne peux vraisemblablement pas avoir de relation avec vous, ni vivre la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire sans projection, sans image.
car le souvenir, l'image n'est pas vivante en soi, elle est une construction résultant de mes désirs, de mes sensations, de mes passions. Elle n'est pas véritablement vivante en soi. Elle est constituée du passé, elle se forme dans le passé. Le souvenir n'est plus qu'un enregistrement cellulaire de votre mémoire et de votre pensée, ou de votre pensée. Le piège dans la compréhension de la pensée serait peut-être d'étudier, d'analyser, d'essayer de comprendre la pensée par la pensée. La pensée ne peut pas vraisemblablement être compris, être mise à nu dans son mécanisme par elle-même, car voyez-vous, dès lors que j'étudie la pensée en moi-même, si je l'étudie par une approche intellectuelle, théorique, artistique ou poétique, tout ceci n'est qu'un amas de connaissances résultant du passé. Par exemple, si j'ai une théorie pour étudier la pensée, je l'appelle par exemple la théorie de la pensée. Donc, j'utilise ma théorie de la pensée pour essayer de comprendre la pensée. Alors, il n'y a aucune compréhension véritable de ce qu'est la pensée, parce que mon étude, ma compréhension est limitée par le conditionnement, par les limites que forme l'enseignement de ma soi-disant théorie de la pensée. En d'autres termes, je ne cherche qu'à résoudre la pensée par la pensée, ce qui est une absurdité totale en soi. La pensée n'est vraisemblablement comprise que parce qu'elle est observée. Elle est observée de manière consciente dans son action, dans son activité, dans son mouvement. Dès lors que vous consacrez toute votre attention et toute votre énergie à contempler la pensée telle qu'elle est, telle qu'elle se manifeste, dès lors, il se passe quelque chose d'extraordinaire parce que vous devenez capable
de mettre à disposition dans l'instant présent, dès maintenant, toute votre énergie. Toute votre énergie devient présente. Et il n'est pas impossible que vous deveniez capable de percevoir directement son mécanisme et son processus autoritaire qui essaye de vous faire croire aux images qu'elle suggère, aux pensées qu'elle évoque, aux croyances qu'elle fait émerger en vous, qui ne sont que des images, des croyances et non pas des choses vivantes en tant que telles. Et dès lors que vous percevez pas une perception intellectuelle, ni théorique, ni mécanique, ni sociale, ni religieuse, ni d'aucune secte, ni d'aucune croyance que ce soit, par le simple fait de vous-même, de votre énergie, de la vie qui est en vous, par l'essence de votre présence même, alors vous voyez, vous percevez, cela est plus que de voir, c'est une perception directe de la pensée et de son mécanisme éventuellement que l'on pourrait dire autoritaire. Et parce que vous percevez son autorité, vous n'acceptez pas la pensée dans ce qu'elle a d'autoritaire, c'est-à-dire dans les images auxquelles elle se prête à vous faire croire. Cela veut dire, paradoxalement, que vous acceptez la pensée parce que elle se manifeste de toute évidence et il ne semble parfois, en bien des occasions, que nous ne puissions rien y faire. Elle se manifeste. Et donc, nous ne pouvons vraisemblablement qu'accepter cette manifestation, quand bien même cette manifestation serait le fruit de notre gré ou non de notre gré. Que la pensée soit une manifestation consciente ou inconsciente, dès lors qu'elle se manifeste en tant que telle. Alors, nous pouvons accepter cette manifestation, mais cela ne veut pas dire que nous acceptons l'objet de cette manifestation, c'est-à-dire l'objet de la pensée, les images que la pensée véhicule. Car, voyez-vous, si vous acceptez la pensée telle qu'elle est, sans la juger, sans la condamner, sans l'étiqueter, sans dire avoir pensé ceci est bien ou avoir pensé cela est mal, ou avoir pensé ceci est mal et avoir pensé cela est bien. Si vous ne condamnez, si vous n'apposez pas de conclusion sur votre pensée, alors vous n'avez pas cherché à résoudre la pensée par la pensée. Vous comprenez directement quel est son mécanisme et arrivez à le mettre en déroute, c'est-à-dire à ne plus être influencé de manière aveugle par la pensée. Et il semble
que si vous n'acceptez pas la pensée telle qu'elle se manifeste, alors il n'est pas impossible qu'il y ait conflit en vous. Parce que lorsque vous n'acceptez pas la pensée telle qu'elle se manifeste, vous n'acceptez pas un fait qui est une réalité en tant que telle, sans que nous l'ayons classifié ou étiqueté. La pensée se manifeste. Et cela arrive parfois contre notre gré ou nos aspirations les plus profondes. Ainsi donc, si je dis par exemple « Je n'accepte pas la manifestation de la pensée en moi au moment où elle se manifeste », alors voyez-vous, mon dire qui est « Je n'accepte pas la pensée telle qu'elle se manifeste » n'émane vraisemblablement que d'une pensée que j'ai créée. Donc la pensée a toujours autorité sur moi, car je ne m'en suis pas libéré, je suis toujours dans son mode dualiste de fonctionnement, pourrait-on dire. Mais il n'y a pas de mode dualiste en tant que tel. Je n'ai pas d'enseignement à prononcer ou à divulguer, cela est tout à fait absurde. Il semble que la vie soit en tant que telle, que nous existions en tant que telle, et aucune classification, aucune catégorisation de la pensée ne peut comprendre ce phénomène-là. Car la pensée, comme nous en avons déjà parlé, est tout à fait mécanique. Elle n'est que le fruit d'un savoir. Voyez-vous, si mon savoir est le résultat de souvenirs, c'est-à-dire l'accumulation cumulative de connaissances, alors je peux connaître tous les livres du monde, tout ce qu'il y a à savoir sur la musique. Tout ceci n'est alors qu'un ensemble de connaissances mécaniques et tout à fait limitatives, parce qu'elles ne forment dans ma pensée et dans mon souvenir cumulé, elles ne forment qu'un apprentissage mémorisé. Elles ne forment qu'un savoir enregistré. Et ce qui est enregistré émane du passé. Voyez-vous, quand vous enregistrez des données sur un disque dur, le disque dur serait comme le cerveau. Il arrive à un moment où le disque dur, à force d'enregistrer des connaissances, est plein. Et le cerveau et leurs cellules ne fonctionnent pas différemment. Lorsque le disque dur est plein, vous ne pouvez plus stocker de nouvelles données. Le cerveau, lorsqu'il est relégué uniquement à l'apprentissage d'un savoir, de connaissances, pardonnez-moi pour cette expression qui peut-être perturbe certains d'entre vous, ce savoir et ces connaissances limitatives qui ne nous permettent pas, hélas, ou pour le moins j'en doute fortement, et je ne dis pas que cela est vrai ou cela est faux, je vous invite à pénétrer et à comprendre la chose. Je vous invite à y mettre toute votre attention et
à vous y consacrer honnêtement et sincèrement. Car sinon, nous ne faisons que de discuter pour théoriser une idée, pour créer une nouvelle secte, une nouvelle absurdité, pour organiser à nouveau une connaissance. Et cela est, pour ma part, tout à fait vide de sens. Cela est tout à fait conditionné et limitatif. Le savoir, s'il n'est que le produit d'un enregistrement, il n'est alors, je vous en prie, observez-le aussi clairement que je peux l'observer sans adhérer à aucune idée, à aucun parti politique. Le savoir, et dès lors qu'il est un enregistrement, il est le passé, il résulte du passé. Donc il est forcément limité en tant que tel, puisque la vie et tout ce qui s'y passe n'arrive qu'au présent. Et vous pouvez l'observer comme je l'observe, tout dans la vie est en mouvement. La chrysalide se transforme en papillon, les gens changent, évoluent parce qu'ils apprennent toujours et vivent de nouvelles choses au cours de leur vie. Les saisons se poursuivent et s'alternent les unes après les autres. La nuit succède au jour, le jour succède à la nuit. Les objets changent de place, la matière et les formes de vie qui évoluent dans la matière sont en mouvement incessamment, de manière permanente. Il y a quelque chose de permanent dans l'impermanence. Et la vie fonctionne ainsi. Le présent est donc quelque chose de vivant, la vie est vivante. Et je me demande, avec vous, je l'espère, que je ne suis pas seul à me le demander et à réfléchir, non pas avec ma pensée, mais avec tout mon être, avec toute mon énergie, s'il est possible, s'il existe un savoir qui n'est pas uniquement le passé, qui n'est pas uniquement l'accumulation limitative de connaissances, mais qui est également un savoir vivant, c'est-à-dire en corrélation avec le présent tel qu'il est. Et à supposer qu'il puisse exister un pareil savoir, cela demande beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie pour être capable d'apprendre dans l'instant présent ce qui se passe. Que j'ai pu accumuler des connaissances enregistrées dans ma pensée, pourquoi pas? Cela n'est ni bien ni mauvais en soi. Cela est tout vraisemblablement mécanique. Mais puis-je aller au-delà peut-être de ces connaissances enregistrées, de ces connaissances émanant du passé, de sorte à apprendre directement au présent? Cela veut dire que le savoir ou la connaissance se révèle être comme quelque chose de vivant. C'est-à-dire que la connaissance est un processus continu.
un processus expansif, aurais-je envie de dire, et non pas un processus cumulatif, linéaire, fixe, qui ne bouge pas, qui est enregistré. Voyez-vous, vous pouvez peut-être parvenir à chanter parce que vous accumulez des connaissances émanant de personnes ou d'institutions qui vous entourent et qui se sont déjà penchées sur la question, qui ont éventuellement donné des enseignements et établi des méthodes, et dès lors, les techniques pour apprendre à chanter que ces hommes ont établies sont devenues une forme de savoir, peut-être qui a quelques richesses en soi, mais qui en tant qu'enregistrement dans la pensée, en tant que souvenir ou que mémoire, est un savoir mécanique. Dès lors, si vous apprenez le chant de cette manière-ci, et peut-être y arriverez-vous par l'accumulation de techniques et de savoirs, peut-être y arriverez-vous, et je vous le souhaite si telle est votre envie, votre amour, votre force, votre aspiration, ce qui vous apporte bien-être et énergie. Mais il semble également tout à fait possible de parvenir à chanter parce que vous en avez en vous une profonde aspiration, vous le ressentez, vous ressentez le chant comme quelque chose qui vit en vous. Et dès lors, peut-être également, parvenez-vous sans même aucune technique et peut-être petit à petit, par votre travail profondément disposé à apprendre et à découvrir ce que chanter veut dire, vous parvenez également à chanter. Le savoir n'est donc pas mauvais en soi, mais voyez-vous, nous pouvons observer que toutes les sociétés humaines, tous les organismes, tous les groupes, tout ceci est tout le temps le fruit de savoir et de connaissance. Il y a toujours l'accumulation d'idées, l'accumulation en fait de pensées. Nous acceptons les idées de la pensée. Ce ne sont pas que les idées soient bonnes ou mauvaises, mais je vous invite à réfléchir et à comprendre cela. Les idées sont-elles vivantes ? Les idées sont-elles vivantes ou sont-elles
résultat du passé, c'est-à-dire le résultat de l'expérience de l'homme, le résultat de ce qu'il a traversé, de ce qu'il a appris, de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait. Mais voyez-vous, si toute notre attention se focalise exclusivement sur ce que l'on sait, sur ce que l'on connaît, sur ce que l'on a traversé, comment peut-on traverser maintenant, ensemble, ce qu'est la vie? Comment peut-on comprendre ce qu'est la vie ou vivre vraisemblablement ce qu'est la vie dans la manière la plus holistique et la plus harmonique possible qu'il nous soit possible en tant qu'être humain? Voyez-vous, si vous êtes uniquement, si vous vous définissez uniquement par votre passé, par vos idées, et que j'en fais de même, et c'est ce qui se passe dans le monde depuis des années et des années, alors il ne peut y avoir que des guerres et des conflits. Parce que vos idées résultant de la manière dont vous avez expérimenté la vie sont des connaissances enregistrées mécaniquement dans les cellules. Donc, si vous êtes attaché à ces connaissances, à ce savoir passé mécanique, et que j'en fais de même, nous n'avons pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue de vous à moi et de moi à vous. Il ne peut pas y en avoir. Nous sommes chacun uniquement en train de chercher à nous justifier, à nous définir, à essayer de rationaliser, d'avoir raison, de confirmer ou d'affirmer ce que nous sommes en fonction de notre passé, en fonction de nos idées, de nos connaissances, de nos pensées. Ainsi, ce n'est pas que le passé soit mauvais ou les idées mauvaises. Cela suppose que nous ayons beaucoup de lucidité intérieurement, que nous ayons une compréhension pénétrante de ce processus de la pensée, de sorte à ce que nous ne soyons pas attachés à notre passé. Le danger ne semble pas vraisemblablement dans le fait que nous ayons un passé, une expérience ou des idées, mais
notre impossibilité à nous détacher de nos idées signifie inévitablement que nous cherchons à faire perpétuer nos idées, à les imposer, à les justifier, à les nourrir, et donc à nourrir notre passé. Si je nourris mon passé et que vous nourrissez votre passé, nous ne sommes en train de vivre aucun présent. Pouvez-vous percevoir ceci? Pas par une approche intellectuelle, pas par une pensée. Pouvez-vous le voir tel quel? Voir les choses telles qu'elles sont ne demande pas d'enseignement ou de connaissances particulières. Car alors, ceci n'est qu'une technique, une théorie, une autre idée, et cela résulte du passé. Il me semble qu'il y ait en ce sens peu de liberté et vraisemblablement de possibilités, de perspectives si nous comptons uniquement, exclusivement sur nos idées, nos pensées et nos croyances. Voyez-vous, les guerres partout dans le monde, qu'elles soient des guerres comme nous appelons éventuellement des conflits armés, ne sont absolument pas différentes dans leur processus de fonctionnement que les conflits que nous vivons. Chaque individu, dans sa famille, dans son quotidien, avec ses proches, avec sa famille même, avec ses amis, avec sa femme ou son mari. Le conflit procède de telle sorte à ce qu'il y ait une division en vous. La division signifie que vous ne pouvez et n'êtes pas capable de vivre la vie dans son entièreté parce que vous êtes limité à votre savoir, à vos connaissances, à votre passé, qui, pour vous, avec une sécurité très certaine, vous définit en tant qu'être humain. La division est vraisemblablement liée aux projections, aux pensées que nous avons de nous-mêmes. Si, par exemple, je dis que
Je suis gentil, je suis sarcastique, je suis hypocrite, je suis très fort en ceci et moins fort en cela, et que je suis très attaché à tout ce que je viens de vous dire, à toutes ces pensées qui me définissent moi-même, alors je suis peut-être prisonnier, voyez-vous, de ces pensées-là. Je suis attaché à elles, je crois en elles, je les nourris. Voilà comment je me présente à vous. Et en me présentant ainsi, bien sûr, je peux le faire par commodité, convivialité. Peut-être que cela, en certaines occasions, s'avérera ou s'avère utile. Mais voyez-vous, si je le fais en croyant très sincèrement à ce que je dis, aux pensées que j'ai de moi-même, aux idées que je me fais de moi, alors il y a très certainement une division en moi. Peut-être n'aimez-vous pas le mot conflit ou le mot division, car c'est ainsi que l'homme se définit depuis très longtemps. Mais ceci est peut-être conflictuel parce que si vous êtes attaché à des pensées de vous-même, voyez-vous, vous dispersez votre énergie à perpétuer ces illusions de vous-même, à perpétuer ces enregistrements de vous-même. Et donc vous n'avez pas toute votre énergie, car la pensée est une forme d'énergie. Et si vous n'avez pas toute votre énergie disponible là, maintenant, alors vous ne pouvez pas savoir en vérité qui vous êtes, ou quel est le sens de la vie, ou s'il y a une vérité sur la vie, quelle est-elle? Vous ne pouvez pas, car vous êtes divisé en vous-même. Et tout ce qui est divisé est inévitablement source de conflit. Voyez-vous, vous ne pouvez, je ne peux, on ne peut vraisemblablement jamais définir de vérité, et cela est très dangereux. Il est très dangereux d'accepter une vérité comme véritable, car la vie est tout le temps en mouvement, et donc si nous voulons découvrir quel est le sens, la vérité de la vie, et aussi ce que nous sommes, qui je suis véritablement, ou encore qui est véritablement l'autre, cela demande à ce qu'il n'y ait pas de division. Cela demande à ce que je sois entièrement disponible dans l'instant présent. Voyez-vous, quand bien même j'aurais acquis toutes les connaissances, tous les savoirs possibles, que j'aurais tout expérimenté, je ne peux vraisemblablement pas pour autant connaître de manière acquise, de manière certaine et durable,
qui je suis, ce qu'est la vie et quel est le sens de la vie. Car ces connaissances-là ne résultent tout le temps que du passé, que des pensées. Or, ce qu'est la vérité, nous pouvons en parler. Ce qu'est la vie, nous pouvons en parler également. Mais cela semble être quelque chose qui n'est jamais acquis. Et dès lors que nous parlons pour faire prévaloir nos pensées ou nos idées, nous ne cherchons absolument pas à comprendre et à trouver ou à pénétrer le sens de la vie. Nous cherchons simplement à organiser mécaniquement, telle que la pensée fonctionne en nous, la vie. Mais la vie semble être bien plus vivante que la pensée. Si je suis attaché à mes idées, et que vous êtes attaché à vos idées, par exemple, je pense que je suis très beau, et vous pensez que vous êtes très très beau. Je suis attaché à l'idée que je suis très beau, car cela me procure, dans l'illusion des pensées et des images que je nourris, une très très grande sécurité. Et vous êtes pareillement dans l'illusion que cela vous procure une immense sécurité d'entretenir toutes sortes d'images et de pensées comme quoi vous êtes très très beau. Et si nous voulons dialoguer, il importe que nous puissions être détachés des images que nous avons de nous-mêmes. Et peut-être qu'alors se révélera une autre forme de beauté, qui est la vie réelle, vivante. Moi tel que je suis, et vous tel que vous êtes vraiment, sans image, sans projection. Si vous êtes avec vos pensées, vos idées de vous-même, et moi pareillement, alors nous ne dialoguons pas ensemble, mais nous parlons en fait avec nous-mêmes. Et le bruit que je fais en vous disant « Oh, je suis très beau », n'est qu'une stimulation auditive pour vous permettre à votre tour de dire « Ah, vous êtes très beau, moi je suis très très beau », qui n'est de nouveau qu'une stimulation auditive pour me faire dire « Je suis très beau », et ainsi de suite. Et dès lors, comme la seule vie qu'il y a en nous est l'attachement que nous portons à nos pensées, voilà comment nous dépensons et utilisons l'énergie de la vie en nous pour entretenir ces pensées-là. Et voyez-vous, dans mon passé, dans mon expérience, il n'y a à aucun endroit dans ce que mes cellules ont mémorisé, il n'y a vous et tout ce que votre pensée vous dit sur vous-même, tout ce que votre savoir, votre passé vous révèle sur vous-même et vous donne un sens de l'identité de vous-même. Je n'ai pas cela en moi, je ne l'ai mais uniquement pour moi, pas pour vous. Ainsi, il n'y a pas de
mon interlocuteur est très très beau qui est enregistré. Il n'y a que mon idée que j'ai sur moi-même dans laquelle je suis très beau. Et s'il en est ainsi que je suis très beau, et que je suis attaché à cela, il n'y a pas de place pour vous, car je cherche dans ma relation avec vous à justifier, à nourrir cette image de moi-même, donc à prendre du pouvoir pour donner satisfaction à cette illusion de moi-même. Et si vous, en face de moi, vous faites la même chose, cela est bien plus subtil car nous ne sommes pas même en premier lieu en conflit, vous avec moi, mais cela est très certain, nous allons finir par nous taper dessus, mais je suis d'abord en conflit avec moi-même et vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous êtes attaché aux images que vous avez en vous-même, sur vous-même et sur moi-même. Et vous ne pouvez comprendre et pénétrer qui vous êtes véritablement et ce que je suis véritablement. Si vous êtes uniquement, exclusivement attaché à des idées de vous-même, vous n'avez dès lors pas l'énergie nécessaire pour enquêter de manière vivante et pas de manière à donner une réponse toute faite, une nouvelle croyance, une nouvelle idée, une nouvelle absurdité religieuse, une nouvelle organisation, une nouvelle philosophie. Tout ceci n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas comprendre qui je suis si vous vous définissez uniquement avec votre passé, car dès lors, la question est, vous comprenez-vous vous-même? Me comprends-je, excusez-moi pour la tournure grammaticalement peu correcte, suis-je capable de me comprendre si je ne suis que dans la projection d'images de moi-même? Suis-je dans la mesure de vous comprendre? Si je ne puis même pas comprendre l'intégralité de ce que je suis véritablement, si je ne peux pas être dès à présent en train de le découvrir, il semble dès lors qu'il me soit impossible de surcroît de comprendre qui et ce que vous êtes. Tout au mieux, je peux simplement faire des spéculations conditionnées et étroites par rapport aux propres schémas de connaissances et aux propres enregistrements qui sont dans mes cellules, dans mon cerveau, et aux propres expériences qui sont les miennes, aux propres images et projections que j'ai de moi-même. Alors, il y a conflit en moi-même, il y a division en moi-même. Je suis dispersé, car j'invente des images sur ce que je suis véritablement. J'invente des pensées sur ce que je suis. Et si je suis attaché à ces inventions, je suis en conflit avec moi-même et de surcroît, je suis inévitablement en conflit avec vous-même. Car nous cherchons, et c'est ce que l'homme fait de manière générale, quoi qu'employer le terme de manière générale soit à tort une classification, un étiquetage qu'il est probablement détestable,
en ce sens de l'employer. Mais de manière générale, les hommes s'attachent aux idées et aux images qu'ils ont d'eux-mêmes. Et comme cela est le seul repère qu'ils ont d'eux-mêmes, ils cherchent à le faire valoir et à le perpétuer. Et ainsi, le monde entier est en conflit et vous devenez capable de vous entretuer les uns les autres, de n'avoir plus aucun bon sens par rapport aux choses quotidiennes qui vous entourent. Vous n'avez pas l'énergie, ni la vitalité ou la force nécessaire du bon sens des choses, à supposer qu'il existe un bon sens dans les choses, puisque votre énergie est aspirée à poursuivre votre quête exclusive de vous-même. Et si chacun dans le monde entier poursuit sa quête exclusive de moi-même, de soi-même, il ne peut jamais y avoir de paix, et il n'y a pas de paix. Alors, ne disons pas ce qu'il est souhaitable de faire ou de ne pas faire. Ne disons pas ce qu'il faut penser ou ne pas penser, ce qu'il faut croire ou ne pas croire, ce qui est juste ou n'est pas juste, ce qui est bon ou ce qui est mal. Car la compréhension de tout ceci se situe au-delà de toute forme d'évaluation. Ceci est quelque chose de vivant, et je vous invite à découvrir, partant de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, limitée soit-elle notre expérience, difficile soit-elle l'évidence que l'homme est attaché à ses images et à ses pensées de lui-même et qui l'entourent, partons de nos imperfections, de là où nous en sommes, pour essayer non pas de conclure, d'établir une conclusion, mais peut-être de toujours rester dans la dissertation, pas une dissertation d'échange d'idées, de brassage théorique ou philosophique, ce qui est absurde et n'a jamais rien résolu dans les milliers d'années de l'humanité, mais avec tout notre bon sens et toute notre énergie, essayons de questionner tout cela ensemble, de se poser les questions ensemble, de sorte non pas à y répondre, mais peut-être à ce que les questions soient toujours plus vivantes, plus élargies. Car voyez-vous, il n'est pas impossible que bien des réponses se trouvent dans notre aptitude à ouvrir la question ou les questions. Mais ceci dit comme cela n'est qu'un brassage intellectuel, théorique, sans
aucune utilité, aucune, ni pour vous, ni pour moi. Il s'agit d'aller au cœur même de la chose dont nous parlons, pour la saisir dans toute son essence, dans tout ce qu'elle a de vivant. Avez-vous suffisamment d'esprit et d'énergie pour vous consacrer, pas superficiellement, pas de manière distractive, à ceci, à cette question de l'homme, à cette question de l'existence qui nous incombe tous, mais de manière entière, sans utiliser de voile, sans illusion, afin de comprendre la chose telle qu'elle est et de la vivre telle qu'elle est. Nous avons essayé de vivre pour nous-mêmes, par nous-mêmes, dans le prolongement de nous-mêmes depuis des années et des années, avec toute forme de système et d'organisation de société. Et cela ne nous a pas aidés. Nous avons toujours été en conflit de cette sorte. Voyez-vous, pour comprendre pour parvenir directement à comprendre ou vivre la vie dans ce qu'elle a de plus véritable, cela demande à ce que nous soyons entièrement dépossédés de nous-mêmes, ou de ce que nous croyons être, ou devoir devenir. Cela demande une vigilance pas mécanique qui serait le fruit d'une organisation ou d'une pensée, d'un savoir du passé, mais une vigilance vivante, c'est-à-dire être entièrement conscient, être entièrement disponible. Et cela, il n'est pas impossible que vous ne faites que répéter un processus de connaissance mécanique de vous-même et de ce qu'est la vie. Et vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas en mesure de mettre à jour, pas de manière à acquérir quelque chose, mais de manière à vivre incessamment ce qu'est la vie, et apprendre d'elle incessamment ce qu'est la vie, et la comprendre incessamment telle qu'elle est. Il convient donc d'être attentif à tout ce qui se passe, d'abord en vous, car si vous êtes attentif à ce qui se passe en vous, alors peut-être que simultanément vous devenez capable d'être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Car ce qui se passe dans le monde n'est pas dissocié de ce qui se passe en nous. Les guerres qui ont lieu dans le monde ne sont pas
nées d'elles-mêmes, ne naissent pas d'elles-mêmes. Peut-être refusez-vous et vous n'êtes pas obligé de me croire. Je ne suis moi-même pas obligé de me croire ou d'adhérer à quelque chose que j'aurais dit, qui pourrait paraître être quelque chose d'acquis, d'un ordre fixe, une connaissance passée. Voyez-vous, je suis en permanence en remise en question, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de manière définitive ce que je suis, ce que je fais, car tout est en mouvement incessamment. Et observant cela, je sais qu'il serait absurde d'accepter toute forme d'autorité émanant de moi-même, soit-elle bienveillante soit-elle, ou sage soit-elle. Cela est absurde. Ainsi, nous disons, ou je dis, comme vous voulez, que les guerres qui ont lieu dans le monde ne sont pas sans ne pas être liées à ce qui se passe en nous. La guerre se passe également en moi-même, en nous-mêmes, il y a des guerres. Car quand vous avez une guerre où des gens adhèrent à un groupe, d'autres à un autre groupe, il n'y a derrière cela que la défense et l'intérêt pour une même cause, pour une même pensée, une même autorité, pourrait-on appeler. Même si les gens n'aiment pas dire ou n'aiment pas l'idée que leur propre idée, leur propre croyance, leur propre groupe est une autorité en soi. Il en va ainsi lors des guerres. Les gens adhèrent collectivement pour un groupe à une idée, une croyance qui devient dès lors une autorité dans la pensée de chacun des groupes s'y référant, et le groupe adverse ne fait pas autre chose que de fonctionner pareillement dans la pensée. Il adhère à une idée, il accepte une autorité. Et il ne suffit donc pas pour faire la guerre ou y contribuer de prendre une arme et de tuer quelqu'un. Vous contribuez déjà à cela lorsque le même processus se passe en vous, c'est-à-dire que vous acceptez l'autorité de certaines de vos pensées. Vous acceptez certaines idées, croyances, certaines images de vous-même ou du monde qui vous entoure. Et en acceptant de manière fixe, vous enregistrez très probablement dans vos cellules cela, dans votre cerveau, dans votre pensée. Votre pensée n'est qu'une continuité de votre enregistrement. Et alors, parce que vous défendez des images, ou appelez-vous ça des valeurs, des morales, il y a une violence dans le processus mécanique de la pensée qui fait que vous adhérez à une autorité ou à un dogme ou à une organisation ou croyance particulière. Et il n'est pas impossible de dire que dès lors cela devient dangereux, car cela a une importance phénoménale, n'est-ce pas, pour vous?
D'autant plus si d'autres personnes de votre groupe adhèrent à la même idée. Cela a un effet temporaire, mais éventuellement puissant, un effet de croyance collectif résulte à quelque chose de puissant. C'est une autorité reconnue par plusieurs, une croyance acceptée par plusieurs, et cela vous donne, si vous n'avez pas réussi ou ne parvenez à découvrir le sens de la vie autrement, cela vous donne un sens formidable de l'existence. Mais cela est inévitablement source de division et de conflit en vous-même, car dès lors vous êtes fermé en vous-même parce que vous êtes limité à l'autorité que vous acceptez, et dès lors vous êtes incapable de comprendre et de vivre la vie dans son intégralité, et vous n'acceptez pas. Comment pourriez-vous accepter le groupe voisin qui a une idée différente de vous, c'est-à-dire une acceptation autre d'une théorie de ce que doit être la vie ou de ce que doit être le monde? Vous ne faites que la guerre alors. Il n'y a pas d'acceptation possible, il n'y a vraisemblablement que l'adversité qui prend dès lors place. Et cela a déjà lieu à un cadre toujours plus réduit que serait votre famille, vos amis, vos proches. Car cela fonctionne tout pareillement. Dans la pensée, vous acceptez des idées de vous-même. Vous reconnaissez certaines formes d'autorité comme prévalant sur d'autres. Et comme l'autre n'expérimente jamais la vie de la même façon que vous l'expérimentez, vous entrez en conflit avec votre sœur, avec vos amis, et ne connaissez vraisemblablement pas d'autre moyen de vivre que par le conflit. Si vivre ainsi vous intéresse, vous en êtes tout à fait libre. Mais voyez-vous, je doute que cela soit une finalité en soi et quelque chose à quoi nous devions nous conformer. Il semble évident qu'il y ait pour le cerveau humain d'autres possibilités, d'autres facultés, d'autres perspectives de fonctionner que cette manière néfaste et guerrière, primitive, animale, qui est de faire prévaloir sa pensée et de chercher à l'imposer.
il semble tout à fait possible de reléguer la pensée à un rôle davantage utilitaire, afin que je me souvienne de certaines choses, peut-être oui, de certaines connaissances, mais afin peut-être de provoquer, en même temps que je suis en train de vivre la vie, une mutation dans mes cellules, dans ma conscience, de sorte à ce que par mon attitude, par mon comportement, ce soit non pas seulement moi qui suis en action, mais l'humanité tout entière, car nous ne sommes vraisemblablement pas divisés les uns des autres. Nous formons quelque chose de très unifié. Il y a quelque chose qui fait que nous existons tous en tant qu'êtres. Quelque chose au-delà de la pensée. Je ne dis pas même que la pensée doit être éradiquée, c'est une absurdité, la pensée a sa place. Mais si nous voulons découvrir, vous et moi, ce qu'il y a, quel est ce lien qui nous permet de vivre ensemble, il importe d'observer en nous l'attachement et l'acceptation à nos pensées. Il importe d'observer ceci pour apprendre à nous en détacher. Si je n'ai pas peur d'abandonner toutes les idées que j'ai de moi-même, alors je suis peut-être sans protection aucune, sans savoir aucun. Bien entendu, je peux avoir quelques savoirs sur moi-même, mais je n'y suis pas attaché. Et donc, je deviens disponible pour communiquer avec vous, sans image. Et peut-être qu'ainsi, nous pouvons commencer à découvrir, à apprendre, non pas dans un processus limitatif et fini, mais de manière expansive et continuelle, ce que nous sommes, qui nous sommes, pourquoi nous sommes, et qu'est-ce qui, s'il existe vraisemblablement, comme je semble l'affirmer, ce dont j'ose douter moi-même et dont vous pouvez douter, une force qui nous unit et à laquelle nous serions évitablement tous liés. Cela suppose donc que nous nous détachions de nos pensées. Et à cela, je vous invite à observer qu'il n'y a aucune technique, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de savoir-faire à savoir, il n'y a pas de connaissances pour apprendre cela. C'est parce que vous souhaitez véritablement le découvrir de vous-même. Et je ne vous oblige pas et vous n'êtes obligé vraisemblablement par rien ou personne à le faire. Je peux observer les images que j'ai de moi-même et m'en détacher en moi-même, mais je ne peux pas le faire pour vous.
Il semble en ce sens que chaque être humain soit seul, en apparence bien entendu, dans la compréhension, ou plutôt devrais-je employer, le dépassement de lui-même. Mais voyez-vous, dès que nous effectuons ce dépassement en nous-mêmes, ainsi, je me dépasse et vous vous dépassez dans ce que vous croyez être, vous vous détachez de vos images et je fais de même. Dès lors, nous n'avons plus d'image l'un et l'autre, et l'un sur l'autre. Et donc, il semble qu'autre chose puisse se produire et soit en train, de manière vivante, de se produire. Un échange de vie, tout simplement.